On est vraiment ravis d'avoir Nicolas Moisard qui soit là aujourd'hui et donc Frédéric Bartlett et Véronica Lemaire pour la discussion donc, sur ce projet de directive sur la transparence salariale. Donc juste quelques mots d'introduction. Nicolas Moisard, donc, qui est professeur à l'Université de Strasbourg, à l'Institut du Travail, et spécialiste de droit social français et européen, et qui justement avait publié il y a un an et demi à peu près, maintenant, un premier texte donc, dans la revue du droit du travail sur la proposition de directive sur la transparence salariale entre les femmes et les hommes. Depuis qu'on avait conçu le séminaire, en fait, la directive a bien avancé et suivi son cours législatif. Et donc, c'est un bon moment pour faire le point sur à nouveau les avancées et les incertitudes liées à ce texte. Donc, Nicolas interviendra dans un premier temps. Et donc, on aura une discussion par la suite. Donc, je propose de donner la parole à Frédéric Bartlett dans un premier temps, donc, qui est conseillère confédérale à la CGT, syndicat français, qui a notamment suivi avec la Confédération européenne des syndicats le texte de la directive, donc en charge notamment des droits des femmes et des discriminations à la CGT. Et donc on aura une deuxième discutante sur ce texte, Véronica Lemaire de l'université de Hasselt, qui me fait aussi le plaisir d'être là, donc qui travaille sur les transformations genrées du marché du travail, très grande connaisseuse des processus de négociation salariale en Belgique, et aussi des interactions entre le niveau européen et le niveau national. Donc l'idée, c'est de garder une discussion entre 10 et 15 minutes maximum pour pouvoir ouvrir la séance aux questions dans la salle et en ligne par la suite. Voilà. Et voilà. Nicolas, je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Surtout, merci pour cette invitation. C'est un vrai plaisir d'être là. En plus d'y accueillir également quelqu'un avec qui je travaille beaucoup à l'Institut du Travail, Frédéric Bartlett. Et donc, je vous salue pour ceux qui sont en présentiel. Et puis aussi, je vois qu'il y a quelques collègues qui sont en distanciel. Donc, je les salue aussi, au-delà des collègues d'ailleurs. Cette directive, effectivement, est une belle surprise, quelque part, puisque Frédéric nous dira son adoption n'était pas si prévue que ça. Ça n'allait pas forcément que de soi. On sait que ce principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes est présent, hein, déjà, vous le savez, dans les traités, et puis aussi dans cette fameuse directive, dite directive refonte 2006-54. Il est inscrit depuis de longue date dans le droit européen, mais on va avoir cette directive dans une proposition du 4 mars 2021. Donc là, vous voyez, on arrive en mars bientôt 2023. Bon, donc finalement, on arrive à des délais, on va dire, raisonnables. Proposition qui a été renforcée par les débats au Parlement européen, et puis Frédéric nous dira aussi par la forte action des organisations syndicales. Nous en sommes au stade d'un accord interinstitutionnel et une publication d'un presse. J'ai écrit à la commission qui m'a répondu en me disant mais on court en mars très certainement pour la publication. Alors cette directive, on va parler plutôt de directive désormais et pas de proposition, a un champ d'application large. Bien sûr, c'est femmes-hommes, mais aussi les transsexuels. Et puis sur le champ d'application des relations de travail qui sont couvertes, hein, vous le savez, en droit européen, c'est souvent secteur public et secteur privé, on ne va pas faire cette distinction, mais aussi les travailleurs de plateforme, les travailleurs à la demande, dès lors qu'ils sont qualifiés de travailleurs selon la qualification donnée notamment par la Cour de justice, les candidats. Et alors,
aussi innovation, nous allons voir ensemble les candidats à l'embauche. C'est vraiment intéressant que un candidat à l'embauche dans une entreprise ait des informations. On va le voir, c'est une directive, tout de suite, on peut lâcher le terme d'effectivité de ce principe d'égalité de traitement, des principes d'égalité à travail égal ou à travail de valeur égale, salaire égal, entre les femmes et les hommes, entre les travailleuses et les travailleurs. Et ça conforte quand même la place singulière de l'égalité entre les sexes au sein des autres motifs de discrimination en droit de l'Union. Voilà qu'on avance encore davantage, hein, c'est quand même le fer de lance, ce motif-là, par rapport aux autres motifs. Alors l'objectif, il est double au départ, c'est même triple, c'est accroître la transparence des rémunérations, et c'est l'objet principal, faciliter l'application des concepts, on va y revenir, il y a même des nouveaux concepts, et puis beaucoup, et nous y reviendrons également, les mécanismes d'exécution. Au départ, on a pensé à aider un meilleur accès en justice des victimes, mais au fur et à mesure que le texte s'est amélioré, on voit plus large. On pense aux représentants des travailleurs et ou les organisations syndicales et les organismes de promotion de l'égalité, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle en Belgique, le vôtre, en France c'est le défenseur des droits, qui a vraiment une place très singulière, très importante au sein de cette directive. C'est une directive quand même dans un contexte post-Covid, je ne sais pas si on peut dire post-Covid, hein, on est encore dedans, mais on le voit dans les considérants, cette directive a pris en considération justement les secteurs où les femmes sont surreprésentées et où là, l'égalité de rémunération et des fonctions est très importante. Et on est dans un contexte général en droit de l'Union où beaucoup de choses se font. D'abord, vous le savez, il y a 2 propositions de directives pour renforcer les organismes nationaux de lutte pour l'égalité du 7 décembre 2022 et qui sera en lien avec cette directive parce que cette proposition vise à renforcer l'action en justice de l'organisme en son propre nom. Proposition de directive aussi sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, 8 mars 2022. Je pense que je n'en dis pas plus, je pense que dans notre discussion, on pourra peut-être en discuter aussi. Il y avait eu précédemment la directive importante sur l'équilibre vie familiale, vie professionnelle. Alors elle date un peu, mais on est dans cette logique hein, où on va protéger les personnes qui ont recours à des droits contre des mesures de rétorsion notamment. On donne des moyens pour agir également. Et il faut citer la directive salaire minimal, parce que cette directive, on l'oublie peut-être, mais l'un des objectifs est de réduire l'écart des rémunérations entre les femmes et les hommes. En dehors du droit de l'Union, au niveau européen, alors là, c'est parce que je viens de Strasbourg, hein, je vous rappelle quand même que je vous parle du Comité européen des droits sociaux, mais la France s'est faite condamner, en tout cas dans une décision du 5 décembre 2019, justement sur des actions qui concernaient plusieurs États, mais notamment la France, sur l'effectivité en matière d'égalité professionnelle. Alors, cette directive, elle soulève beaucoup de questions. Elle va nous aider à identifier les inégalités et sur la façon après d'agir. Alors, les questions sont multiples. Hein. Comment identifier Est-ce que c'est un combat individuel ou collectif? Parce qu'on va le voir, la transparence, le candidat à l'embauche, c'est le travailleur tout seul. Et on en reparlera peut-être. C'est bien gentil de donner des informations aux travailleurs, à l'ensemble de la collectivité de travail. Encore faut-il qu'il y ait un discernement sur la masse de ces informations, leur présentation, leur croisement, pour identifier les inégalités. Les informations données aux représentants des travailleurs et quelquefois les organismes de promotion de l'égalité. Et on va le voir, très souvent dans la directive, ils sont mis sur le même... Alors ça peut déstabiliser un juriste de droit du travail français. Très souvent, ces organismes de promotion de l'égalité
comme le défenseur des droits en France, sont mis dans la même phrase que les représentants des travailleurs, que quelquefois l'inspection du travail, lorsqu'il faut, par exemple, demander des documents complémentaires. Donc, on a là une discussion sur les acteurs aussi, dont il va falloir que l'on parle ensemble. Autre point important, c'est une directive qui poursuit plusieurs logiques, certaines classiques, l'information, mais ce que je trouve vraiment, moi, très, très intéressant, c'est qu'on croise deux débats qui ne sont pas forcément toujours liés. À la fois celui du travail égal ou de valeur égale, salaire égal, et celui de publier des données. Quelquefois, on le voit bien en France, les entreprises vont être obligées, notamment dans l'index de l'égalité salariale, de publier des données, aussi dans la base de données, la fameuse BDESE. Mais le travail n'est pas forcément fait sur l'analyse du travail égal ou de valeur égale et salaire égal. C'est-à-dire qu'on publie des données sur où sont les femmes, mais est-ce qu'on va faire ce travail de transversalité pour vérifier si, au-delà de ces données, il n'y a pas d'inégalité? Et ça, c'est vraiment très intéressant de se dire que c'est un peu l'espoir que le droit français puisse bouger de ce côté-là. Alors, si je suis trop long, il faut le dire. Il faudra me couper. Je vais d'abord insister sur les outils de cette transparence et puis après les mécanismes d'exécution. Les outils, alors on a l'entrée de la discrimination intersectionnelle en droit de l'Union. Et donc, qui dit directive dans les droits nationaux. Alors on est en droit de l'Union, intersectionnel, vous savez, là, alors il y a en ligne, j'ai vu une spécialiste de ces questions. En tout cas, c'est l'idée que la directive n'existe que par le croisement de différents motifs. Et là, eh bien, comme on est dans des compétences limitées, on va se tourner vers d'autres directives, la directive le cadre général d'emploi 2078 ou la directive race-ethnie 2043. Bien sûr, ce sera limité à d'autres aux motifs pris en compte par le droit européen, mais ce n'est pas simplement un affichage, parce qu'on va retrouver ce terme d'intersectionnel au fur et à mesure du texte. On doit les organismes de suivi, on parlera, c'est pas les mêmes organismes que les organismes de promotion de l'égalité, on doit créer des organismes de suivi de l'application de la directive. On doit sensibiliser sur la discrimination intersectionnelle. On doit prendre en compte la discrimination intersectionnelle dans le montant de la réparation, dans les amendes. Et puis on prend en compte la situation des femmes en situation de handicap aussi dans cette directive. L'un des outils principaux, on pourrait y revenir, c'est la définition du travail de valeur égale. Alors déjà, travail de valeur égale, salaire égal, c'est la rémunération. Et ce qui est déterminant, vous le savez, pour l'égalité entre les sexes, c'est qu'il faut définir largement la rémunération et pas se limiter à la rémunération de base. Ce qui est intéressant, c'est que dans le texte, on va avoir une méthodologie sur la définition du travail de valeur égale, qui est d'effet direct pour la Cour de justice de l'Union. Donc, ce n'est pas simplement travail égal, mais aussi le travail de valeur égale, qui est d'effet direct. La structure des rémunérations, ça c'est important, doit permettre l'évaluation pour déterminer si les travailleurs sont dans une situation comparable au regard de la valeur du travail. Et la directive nous donne des critères. Alors, je ne sais pas si ce sera peut-être fastidieux que je les donne, mais compétences, efforts, responsabilité, conditions de travail. Au départ, dans la directive, c'était travail effectué et la nature des tâches à accomplir. Maintenant, on parle de conditions de travail. C'est beaucoup plus large. Et lorsque c'est approprié, tout autre facteurs qui sont pertinents pour un travail spécifique ou un poste de travail. Là, on donne une méthodologie dont on doit tenir compte dans la structure des rémunérations que doivent établir les entreprises. C'est là ce lien entre les données, les classifications, les grilles salariales et le travail égal. Et ces structures de rémunération se font en accord avec les représentants des travailleurs, lorsqu'ils existent, et les représentants des travailleurs ont accès à la méthodologie. Ça aussi, c'est très important. C'est déterminant, la méthodologie. Donc, discrimination intersectionnelle,
définition du travail de valeur égale. On remet une couche sur la discrimination directe et indirecte. C'est rappelé plusieurs fois, parce qu'elle n'a pas la cote en ce moment, la discrimination indirecte. Hein. Certains n'ont pas envie de trop gratter. On dit que les compétences générales ne doivent pas être sous-évaluées. On définit aussi ce qu'est une catégorie de travailleurs, ça c'est déterminant. C'est regroupé de façon non arbitraire, en coopération avec les représentants des travailleurs. Et cette comparaison à travail égal, valeur égale, ne doit pas nécessairement être fait entre les salariés existants au moment de la comparaison et pas forcément au sein de la même entreprise. Tout dépend de la source par exemple, un accord collectif qui va aller au-delà de l'entreprise. Donc voilà les premiers outils. La transparence maintenant. La transparence, bon, c'est déjà connu en droit de l'Union. Il y a une directive, la directive 2013-34, qui oblige déjà les entreprises à publier des données dans une démarche RSE. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la directive a plusieurs stades de transparence. Une, je vous le disais, avant l'embauche. C'est pas anodin dans une période où on s'interroge sur le sens du travail et que certains parlent de grande émission quelquefois. Les employeurs doivent, c'est pas simplement à la demande, ils doivent communiquer avant l'embauche la fourchette des rémunérations et le niveau initial des rémunérations du futur travailleur. C'est une obligation. Et les accords collectifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui s'intéressent aux discriminations, ça veut dire que si l'employeur ne le fait pas, est-ce qu'il ne le fait pas pour d'autres raisons que l'égalité entre les femmes et les hommes? C'est-à-dire que pour le candidat à l'embauche, ça peut être aussi révélateur, cette absence de communication, d'autres motifs de discrimination. Mais ça, c'est peut-être parce que je vois le mal partout. Le candidat à l'embauche, les travailleurs. Alors, on sait, hein, depuis une directive déclaration écrite de 2019, que les employeurs doivent avoir individuellement une information sur leur rémunération. Mais là, dans un délai de 2 mois maximum, ils vont avoir vraiment une masse d'informations sur le niveau de rémunération individuelle, le niveau de rémunération moyen ventilé par sexe, pour les catégories de travailleurs accomplissement, même travail ou de même valeur. Alors, on y a exempté les entreprises de possibilité d'exempter les entreprises de moins de 50 salariés. Et les travailleurs, j'y reviendrai, ont la possibilité de demander des informations via leurs représentants ou, encore une fois, l'organisme pour l'égalité. Quelquefois, donc, l'organisme pour l'égalité intervient directement dans la relation de travail. Il est peut-être un interlocuteur direct du travailleur. Et même la possibilité de demander des informations complémentaires, cette fois-ci personnellement ou via les représentants des travailleurs. Autre interdiction importante dans certains États, on prohibe les clauses contractuelles de secret. L'interdiction de révéler son niveau de rémunération qui est très sensible dans certains États membres. Donc le candidat à l'embauche, les travailleurs et le public. La directive va imposer des données genrées sur l'écart des rémunérations avec une référence très importante au salaire médian pour faire apparaître la part des femmes dans les salaires les moins élevés. Ça, c'est déterminant. Une catégorie d'informations qui vont être révélées plus largement. Alors, pour ouvrir le débat tout à l'heure, dans beaucoup d'États, c'est des informations qui sont réservées aux élus du personnel et aux syndicats, en vue d'une information et d'une consultation et de la négo. Là, il y a des choses qu'on livre au public. Alors, il y a une catégorie, l'écart des rémunérations par catégorie de travailleurs ventilés en salaire ordinaire de base et en composantes variables et complémentaires, où là, c'est pas révélé à tout le monde. Ça peut être réservé aux représentants des travailleurs et à certains organismes. Cette publication d'informations va être ventilée en fonction de seuil d'effectifs. Alors, il y a eu des progrès, parce qu'au départ, c'était que les entreprises d'au moins 250 salariés, et désormais, elle est variable en fonction de plus de 250, entre 150 et 249, là, c'est la périodicité de 3 ans, et 1 an après la transposition nationale, et pour les entreprises entre 100 et 149,
Là, on a encore un délai plus long. Mais vous voyez, là, on a une information, et ça c'est très innovant, sur des indicateurs très larges, informations qui vont être transmises aussi à un organisme dit de suivi qui va collecter des données et qui va agréger ces données. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir, l'idée de la directive, c'est qu'on va pouvoir faire de la comparaison entre entreprises, entre secteurs, entre zones géographiques. C'est l'idée que ces données, alors elles sont compilées, elles sont collectées au niveau national, et elles sont même collectées après au niveau de l'Union. C'est vraiment très, très important. Il nous est indiqué que l'exactitude des informations est confirmée par l'employeur après consultation des représentants des travailleurs sur la méthodologie appliquée. Ça aussi, c'est déterminant. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Si on s'aperçoit qu'avec ces données sur l'écart des rémunérations, il y a des écarts non justifiés par des facteurs objectifs et non sexistes, il est indiqué que l'employeur doit remédier à la situation en coopération avec les représentants des travailleurs. Ça y est, ils reviennent. En coopération avec les représentants des travailleurs, l'inspection du travail et ou l'organisme pour l'égalité de traitement. En France, notre défenseur des droits réapparaît là, un moment où il faut remédier à la situation. S'il y a un écart de plus de 5%, ben on va aller plus loin. Il faut ce qu'on appelle une évaluation conjointe des rémunérations en coopération avec les représentants des travailleurs. Une évaluation conjointe. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on va refaire des données sur, cette fois-ci, les catégories. On s'intéresse davantage aux catégories professionnelles. S'il y a au moins 5% d'inégalité, il doit y avoir un rapport, et ça c'est important, sur la prévention, pas simplement sur je remédie, mais comment je préviens, et bien sûr les mesures correctrices. Et l'employeur doit, entre autres, faire une classification et une évaluation non sexiste des emplois. Donc, vous voyez, on est à différents stades. Il y a des informations données à tous. Certaines sont réservées aux représentants des travailleurs et aux organismes pour la promotion de l'égalité. Et si on atteint un certain stade d'inégalité salariale, ben, il y a quelque chose qui doit être mis en œuvre pour prévenir et corriger, en lien avec les représentants des travailleurs. On pourra en parler. Maintenant, l'effectivité. Alors, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'acteurs. Le travailleur seul, si je puis dire, le candidat à l'embauche, les représentants des travailleurs, le public, puisque le public a des informations. Est-ce qu'une association sur les droits de l'homme ou l'égalité spécialisée dans l'égalité féministe, l'égalité entre les femmes et les hommes, pourrait intervenir? On a les organismes de promotion pour l'égalité. À lire le texte, il est un peu compliqué, ça va être dans les États, ça c'est un peu la suite, comment ça va marcher, de comprendre comment ces acteurs vont vivre entre eux. J'oubliais les syndicats, parce qu'on va y venir, le texte définitif a quand même rajouté un article sur les syndicats. Que va privilégier la directive? Y a-t-il une hiérarchie, un lien entre eux? Qu'est-ce qu'on privilégie aussi? La transparence? Le name and shame? La comparaison? L'action en justice? Et on va y revenir. Derrière l'action en justice, il y a des données. On pense à l'action de groupe. Très compliqué en France. Enfin, peut-être que ça va s'améliorer là. Si, il y a un débat, le Parlement va jusqu'au bout, mais l'action au nom d'eux, avec ces données. Alors, je vais vous lister là un petit peu ces acteurs. Les autorités publiques. Les autorités publiques, elles ont un rôle quand même central. Alors, vous allez me dire, c'est pas surprenant, c'est une directive. Elle doit être transposée par les autorités publiques, mais les autorités publiques doivent faire des guides de soutien aux PME. Ils doivent établir des outils pour établir la comparaison. Et puis, nous dit la directive, elles doivent coordonner. Il va revenir aux autorités publiques de coordonner l'action sur l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes. Donc, c'est l'idée de pas simplement mettre en place les outils, mais de coordonner les acteurs. Les représentants des travailleurs.
si je voulais faire une petite note d'humour, on ne nous dit pas au niveau européen s'il faut quand même que ce soit genré, s'il faut qu'il y ait aussi des représentants qui correspondent à la répartition des femmes et des hommes dans l'entreprise. Ouf, on renvoie aux droits nationaux. Parce que le texte initial disait s'il n'y a pas de représentants des travailleurs, on en crée et on consulte les salariés. Vous savez, c'est un petit peu notre histoire en France d'environnement, les consultations citoyennes. Ça ressemblait un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'on en créait pour la cause, quoi. Là, la directive, sans doute, à l'appui, après avoir entendu les syndicats, j'imagine, a dit on renvoie aux droits nationaux, on ne crée pas des représentants, c'est ce qui existe déjà. Ces représentants des travailleurs sont souvent destinataires d'informations, je vous l'ai dit, au même titre que les travailleurs ou les organismes de promotion de l'égalité, mais ils ont quand même un rôle majeur sur cette évaluation conjointe lorsqu'il y a au moins 5% de cas. Je trouve quand même que dans le texte définitif, le vocabulaire n'est pas bien fixé. Quelquefois, c'est en collaboration, quelquefois, c'est en accord. Il y a une variation qui est source un peu d'incertitude sur le poids qu'ils ont. Les partenaires sociaux, alors je vous le disais, alors dans certains États, les représentants des travailleurs, surtout dans le nord de l'Europe, ce seront les syndicats, mais dans beaucoup d'États, il y a un double canal de représentation. Les partenaires sociaux, au départ, ils étaient quasiment absents. Les syndicats étaient quasiment absents, et puis ils ont réapparu dans un article qui n'est pas très ambitieux par rapport aux autres directives sur les discriminations. Mais il faut quand même noter que c'est dans un contexte européen d'encouragement au dialogue social. J'y faisais référence, c'est la directive sur le salaire minimal, qui parle d'au moins 80% de couverture conventionnelle, et pas simplement sur les salaires, 80% de couverture. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'en France, pour une fois là-dessus, on s'en laisse, mais dans certains États, tout est à créer sur ce plan-là, ou presque. 5 minutes, je serai dedans. Et donc, on a là, donc ça c'est quelque chose que je vais laisser peut-être à la discussion, mais les partenaires sociaux, c'est déterminant sur l'égalité professionnelle. Pourquoi? Parce que l'égalité salariale, elle a d'autres raisons que simplement de regarder, comparer les rémunérations. C'est une discussion qui est mise à plat sur tous les niveaux de l'entreprise. Les causes multiples, l'accès à la formation, le recrutement, les stéréotypes. Le terme de stéréotype entre dans les droits nationaux avec ces directives. Le sexisme, la vie familiale, le temps de travail. Et une discussion avec les organisations syndicales, notamment une négociation collective, peut être le moment où justement on met à plat, avec une expertise qui est souvent une expertise aussi de terrain, où on a fait travailler quelquefois les salariés eux-mêmes sur leurs propres compétences. Les organismes pour l'égalité de traitement, alors je vous l'ai dit, vraiment, eux, ils ont un rôle important et on y crée 2 types d'organismes. On renvoie aux organismes pour l'égalité de traitement et on y crée des organismes de suivi. Je me suis posé la question de savoir si on pouvait rassembler les deux en un seul. J'en doute, je pourrais vous dire pourquoi lors de la directive, mais je doute que ce soit possible. Ces organismes de promotion de l'égalité de traitement, je vous l'ai dit, je ne vais pas le rajouter là, mais j'ai noté un certain nombre d'articles de la directive où ils sont vraiment associés dans l'entreprise à la possibilité de demandes complémentaires. Et puis, ils doivent collaborer avec les partenaires sociaux aussi. Alors ça, maintenant, les organismes de suivi et de promotion qualité de traitement, vu les informations qu'ils ont, j'espère que les élus du personnel et les partenaires sociaux, il va y avoir une vraie collaboration entre ces acteurs-là, parce que ça va être une source d'information extraordinaire. Et pour terminer, l'action en justice. L'action en justice, alors la mobilisation judiciaire, je vais faire plus court parce que c'était que 5 minutes. Outre l'action de substitution, derrière, c'est l'action de groupe, parce que dans l'article 13, il est indiqué une procédure au nom de ou en soutien des travailleurs. Ce n'est pas du plaignant, comme on voit souvent, des travailleurs. Donc, ça veut dire rassembler, avec une possibilité de récupération des frais de justice et d'expertise pour les plaignants qui ont obtenu gain de cause, une protection de la personne qui agit en justice, une réparation intégrale,
un renversement de la charge de la preuve très intéressant, notamment lorsque l'employeur n'a pas donné les infos, un pouvoir d'injonction des juridictions et autres autorités. Et là, on dépasse la question des informations relatives à la vie privée ou au secret des affaires. Des sanctions, un délai de prescription, ça aussi, c'est pas anodin, c'est déterminant, qui ne doit pas être moins de 3 ans, et des indications sur les sanctions et l'exclusion des marchés publics également. Voilà donc une directive qui va, si elle est bien mise en œuvre, susciter des débats dans les droits nationaux, qui va peut-être aider quelquefois les acteurs de l'entreprise ou des branches professionnelles à avoir des informations et à agir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Frédéric. Oui, bonjour et merci également de m'avoir invité. Eh bien, c'est une directive que nous appelions nos voeux et qui a failli être retardée, qui n'est pas encore terminée, mais quand même, les choses ont avancé plus vite que ça n'était prévu au sortir des confinements que nous avons subis, et c'est plutôt une bonne chose parce qu'on était aussi inquiets sur les délais d'avancée de cette directive. Alors, une directive qui s'est beaucoup améliorée, puisque, comme le disait Nicolas, on n'avait déjà pas de définition de ce qu'étaient les représentants des travailleurs. Et maintenant, clairement, c'est exposé dans la directive que ça renvoie aux États membres, mais du coup, on peut exister en tant que tel, en tant que représentant des travailleurs, ce d'autant que la première mouture avait une vision très très large des représentants des travailleurs, pouvant aller jusqu'à être désignés par l'employeur. Donc pour nous, c'était vraiment le scandale sur ce premier texte, enfin c'était le deuxième d'ailleurs, sur ce deuxième texte. Et donc, nous sommes satisfaits sur ça. Nous sommes également satisfaits sur les avancées. C'était déjà présent dans le premier, sur le travail de valeur égale. Parce qu'à mon avis, si on arrive dans nos pays respectifs à faire avancer la législation sur cette notion de valeur égale et surtout à la mise en place de cette législation, c'est-à-dire pouvoir enfin comparer des travaux de valeur égale, et ben c'est grâce au droit européen, et donc là les choses se sont encore précisées sur cette notion de travail de valeur égale, puisque il semblerait que nous soyons associés même à la comparaison qui puisse être faite de deux travails, et pas seulement de travailleurs, femmes et hommes, dans un même corps de métier. Donc là, on va pouvoir enfin comparer, par exemple, des techniciens dans un hôpital avec des infirmières qui sont de valeur, de diplôme égale, qui ont une charge physique, émotionnelle, etc., de valeur égale, qui font du travail de valeur égale. On va pouvoir enfin vraiment comparer leur salaire et intervenir sur ces différences dans l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. Effectivement, des améliorations aussi sur la négociation collective, hein, et sur le rôle des représentants du personnel sur cette négociation collective. La charge de la preuve, j'y reviendrai pas, mais c'est aussi quelque chose qui nous paraît intéressant de préciser pour tous les États membres. Et puis, une clarification aussi qu'on appelait nos voeux sur la clause de confidentialité, puisque le premier texte était encore, il y avait une présence encore très prégnante sur cette confidentialité qui aujourd'hui a été précisée notamment dans l'article 7, hein, et donc
qui permet d'avoir accès à plus d'informations sur les salaires et donc l'égalité au regard de l'égalité femmes-hommes. Quelque chose de très intéressant pour nous aussi, c'est parce que c'est l'une des premières choses qui vient quand on compare les femmes et les hommes sur ces inégalités, c'est la possibilité d'avoir un regard particulier sur les métiers à prédominance masculine et féminine. Et donc, la plus grande des inégalités, en tout cas de ce que j'en connais le mieux en France, c'est vraiment ces métiers à prédominance féminine, avec des stéréotypes qui font que ces métiers sont très fortement sous-payés par rapport à ce qu'ils sont, à la charge qu'ils représentent, aux formations qu'ils nécessitent. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui a été bien amélioré et qui est très intéressant dans ce texte. Ensuite, quelque chose qui nous a paru aussi très intéressant dans ce nouveau texte, c'est la question de la prescription, puisqu'il a été précisé que la prescription ne s'entendait pas sur le fait du préjudice. Et donc, il y a quelque chose qui est précisé, il y a le 4A qui précise que cette prescription ne s'entend que sur l'effet de discrimination, en fait, sur les 3 ans pour revenir, enfin, c'est même pas de discrimination, parce que c'est sur les 3 ans pour revenir sur le salaire, mais du coup, ce n'est pas le préjudice subi ne sera pas calculé sur les 3 ans à partir du dépôt de la plainte. Donc, il pourra couvrir, comme nous, on l'appelle de nos voeux, notamment en France, et aussi sur les actions de groupe, l'intégralité du préjudice subi. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, pour finir, c'est les manquements. Ce qui nous manque encore aujourd'hui, même si les seuils ont été revus, ces seuils, alors ils permettent pour les entreprises de plus de 250 salariés à une transposition qui se fasse à N+1 et qui se fasse ensuite chaque année. Entre 149 et 250, c'est N+1 après la transposition, donc, et ensuite tous les 3 ans. Et pour les entre 100 et 150 salariés, donc ça reste quand même élevé encore, hein, les entreprises à 100 salariés, c'est N+5, donc une transposition qui aura lieu 5 ans, un établissement qui aura lieu 5 ans après la transposition, et puis tous les 3 ans. Et donc, rien pour les moins de 100, si ce n'est que la directive précise qu'elle n'interdit pas les États membres de pouvoir quand même faire aussi… alors que les femmes sont là, dans les services et dans les petites entreprises. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a toute une branche énorme qu'on fait disparaître de cette directive. Et ça, pour nous, ces délais de transcription et ces seuils, pour nous, c'est vraiment le point noir de cette directive. Après, pour ce qui est de la France, je pourrais également dire que quelque chose qu'on regrette, c'est qu'on fait des calculs en équivalent taux plein. Or, l'une des grandes différences de salaire entre les femmes et les hommes, c'est la question des temps partiels, hein, puisque les femmes sont surreprésentées dans les temps partiels. Ces temps partiels ne sont pas toujours choisis. Et nous considérons en plus que penser que même si c'est la salariée qui choisit ce temps partiel, c'est
penser qu'il n'y a pas de contrainte à ce choix. Et c'est-à-dire que, en fait, nous, on pense que même quand les femmes demandent un temps partiel, c'est parce qu'il y a tout un tas d'autres contraintes, hein, qui sont, par exemple, les modes de garde d'enfants qui ne sont pas toujours accessibles et qui sont même très, très insuffisants, par exemple, pour ce qui est de la France. Et donc, il y a plein de femmes qui ne trouvent pas de mode de garde pour leurs enfants qui soit accessible. C'est considéré également que les femmes ne sont pas les premières à prendre en charge des personnes en situation de handicap. Hein. Les aidants sont plutôt des aidantes. Et donc, ces temps partiels sont souvent aussi liés à ça. C'est considéré que les partages des tâches domestiques aujourd'hui, partout en Europe, se font en toute égalité. Donc, c'est vraiment dommageable pour nous qu'il n'y ait pas une possibilité de prise en compte du temps partiel dans les écarts de rémunération, puisque c'est quelque chose que nous, on appelle de nos voeux fortement. Et puis pour terminer, c'est une autre directive qui va venir, c'est la directive violence. Donc, il y a une directive qui est en préparation sur les violences sexistes et sexuelles. Et le problème aujourd'hui, c'est que le travail est absent des directives violence. Donc, ça veut dire que si ces questions de violence ne sont pas présentes dans d'autres textes comme celui-ci, eh ben, ça va être difficile de travailler vraiment à l'amélioration des choses pour la prise en compte des violences. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Véronique. Oui, merci beaucoup aussi pour l'invitation à ce séminaire. Je pense que c'est un sujet très important et je ne vais pas répéter, mais en fait, je joins tout à fait ce que vous avez dit sur les avancées de ce projet de directive qui, je pense, oui, va vraiment impacter le droit national. Et alors, dans mon intervention, je voudrais surtout un peu axer sur la situation belge et puis je ferai un lien vers ce que ça dit aussi pour le niveau européen, l'exemple de la Belgique. Donc, d'abord, peut-être la situation belge. Donc, l'écart salarial en Belgique est parmi les plus bas, et beaucoup plus bas que celui de la France. Donc, ça, c'est l'écart salarial horaire, hein, mais juste pour dire qu'en fait, celui-là cache beaucoup d'inégalités. Par exemple, si on prend en compte le temps partiel, l'écart augmente de 8,5 à 21,6. Hein. Donc, si on prend en compte le temps partiel. Et alors, il y a aussi une grande différence entre le secteur privé et le secteur public. Ah, donc, si on prend en compte le secteur privé, donc l'écart monte jusqu'à 11,8. Et puis, si on regarde les statuts, même si on ne prend même pas compte du temps partiel, on voit que parmi les ouvrières, donc les cols bleus, l'écart monte jusque donc sans temps partiel 20,8. Hein, et donc avec temps partiel 46,5. Donc on voit vraiment que les chiffres de l'écart salarial, hein, donc c'est même salarial, donc c'est pas rémunération, c'est pas l'écart de rémunération, mais l'écart salarial. Donc les chiffres de Eurostat, même que pour la Belgique, ils sont en comparaison européenne, ils sont assez bas. Ça, il y a derrière encore beaucoup d'inégalités entre femmes et hommes qui ne sont pas visibles. Et alors, maintenant qu'on va instaurer au niveau de l'Europe un rapportage des entreprises qui va être agréé, ça permet aussi de voir ces écarts
plus détaillé entre statuts, entre secteurs. Donc, ça ouvre quand même plus de perspectives pour attaquer aussi d'autres écarts qui existent et qui ne sont pas représentés dans ce chiffre global que Eurostat utilise actuellement. Donc, ça, c'est un. Et alors, oui, en Belgique, donc, peut-être, je pense même encore plus qu'en France et d'autres pays, le dialogue social, les relations, les négociations salariales entre syndicats et employeurs, c'est encore très fort ancré. Donc, il y a encore une très large couverture. Il y a aussi encore une forte négociation au niveau des secteurs. Donc, en fait, la voie juridique individuelle, les actions en justice en Belgique, c'est presque rien. C'est très, très bas. C'est moins qu'en total, depuis 1975, je pense, c'est moins que 12 cas. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas d'action individuelle, il n'y a pas d'action juridique. Donc, pour la Belgique, c'est vraiment la voie de négociation collective qui est le plus important. Et donc, c'est vraiment, on peut se réjouir que ce point a été renforcé dans le projet de directive maintenant. Et donc, la Belgique a déjà, il y a eu déjà des actions au niveau de la transparence. Donc, il y a une loi qui a été votée en 2012 qui avait instauré un système de rapportage au niveau des entreprises et aussi un contrôle des accords sectoriels, des classifications au niveau sectoriel. Mais en fait, l'effectivité de cette loi était très limitée. Aussi, il y a deux choses. Il y a les manques dans la loi même, donc le manque de sanctions, le manque de monitoring, la confidentialité, donc en fait les données communiquées aux syndicats devaient rester confidentielles. Donc les syndicats ne pouvaient pas les utiliser, ne pouvaient pas les communiquer vers les travailleurs. Donc ça a donc ces points, ces limites dans la loi même ont quand même fait que c'est resté quand même une loi assez, on va dire, je l'avais nommée superficielle ou même window dressing, que ça a été pas très effectif, même que ça a quand même, on peut quand même saluer une telle loi, mais l'implication même a été quand même limitée aussi à cause d'un autre truc, c'est que ça a été instauré dans un moment où il n'y avait pas de marge pour négocier des salaires et que, en même temps, donc, il y a la loi pour lutter contre l'écart salarial, mais il y a aussi une autre loi qui date de 96 qui instaure aussi la modération salariale imposée, en fait, aux négociations, et qui a été renforcée en 2016. Et qu'en fait, et déjà avant, il y avait aussi un arrêt aux augmentations salariales. Et donc, dans la loi 2012, en fait, si on constate un écart salarial entre femmes et hommes, qu'est-ce qu'on fait? En fait, la loi ne disait pas ce qu'on devait faire. Et qu'est-ce qu'on devait faire? Donc, la norme salariale était 0. Et donc, on ne pouvait pas, en fait, augmenter les salaires. Donc, et même les employeurs étaient vraiment à la... Allez, on dit, ah non, il faut respecter la norme salariale. Voilà, et donc, ça c'est dans ici cette directive sur la transparence salariale. Donc, en cas où on constate des
des écarts, il est important aussi de voir ça dans un contexte plus large. Quels sont comment est-ce qu'on peut l'appliquer et que finalement, ce n'est pas une négociation technocratique. Finalement, c'est une négociation qui dépend du pouvoir entre travailleurs et employeurs. Et donc, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Et pour la situation belge, il faut vraiment que dans la loi, la rectification des salaires des femmes soit en dehors de la norme salariale, que ce n'est pas pris en compte dans le calcul de la norme salariale. Et alors, cela relève aussi à une situation plus large, c'est qu'en fait, donc, la norme salariale, il est basée sur une comparaison entre les pays limitrophes de la Belgique. Donc, c'est la Belgique, la France, Pays-Bas et l'Allemagne. Et alors, si on voit l'écart salarial, donc pour la Belgique, c'est les chiffres Eurostat 5,3, mais pour les 3 autres pays, c'est 14,2 pour les Pays-Bas, presque 16 pour la France et 18 pour l'Allemagne. Donc cela fait en fait que l'écart salarial homme-femme, donc en Belgique, pour réduire cet écart salarial, on est aussi limité parce que si l'écart salarial est plus élevé dans les autres pays, c'est aussi un frein pour la négociation en Belgique. Hein? Et donc, pour moi, un grand progrès de cette directive, c'est aussi pour arriver à l'harmonisation sociale, ce que vous avez dit aussi, à l'Europe sociale, qu'en fait, si on réduit l'écart salarial dans les pays limitrophes de la Belgique et même au-delà, tous les pays de l'Europe, les pays de l'Europe de l'Est, en fait, c'est un avantage pour tous les autres pays où l'écart salarial est plus bas, parce que finalement, si on prend l'apartage des femmes travailleuses dans tous les travailleurs, c'est énorme. Donc, le fait qu'on paye moins aux femmes dans les autres pays européens, ça freine aussi l'augmentation des salaires en Belgique. Voilà. Et alors, juste un dernier point. En fait, je rejoins tout à fait ce que Frédéric a dit. Concernant les limites aussi de cette approche de transparence salariale et ce focus aussi sur l'écart salarial, en fait, ça ne va pas résoudre toutes les inégalités de genre qui existent sur le marché du travail. Il y a déjà la comparaison entre secteurs. Donc on voit la sous-valorisation du secteur de care qu'on a vu avec la pandémie. Ceci ne va pas solutionner cela parce que voilà, il n'y a pas une comparaison entre les secteurs industriels et les secteurs de soins, par exemple. Et ensuite, de plus en plus, avec les mesures d'austérité dans les services publics, on voit aussi en Belgique, pour le moment, l'accueil enfance est vraiment en crise. Et donc, et on diminue les droits créditants, donc les droits en interruption de carrière. On est aussi en train de diminuer les droits. Donc, dans ce contexte-là, en fait, on ne peut pas se limiter à seulement l'approche salariale. Il y a la politique sociale de manière générale, l'Europe sociale de manière générale, et là aussi, on doit aller plutôt vers une harmonisation vers le haut et pas vers le dumping social qu'on voit actuellement. Voilà. Et alors, en fait, un dernier point que j'ai oublié de dire, mais c'est aussi une question. Donc, j'ai oublié de dire dans le point sur la Belgique, en fait, c'est que la loi 2012 ne couvrait pas le secteur public. Et donc, dans le secteur public, les échos que j'ai eus, c'est que là, en fait, l'écart salarial, même qu'il est bas, il est en augmentation et que
Donc, une question, est-ce que c'est les projets avant, on m'a dit que la directive couvrait aussi les secteurs publics. Et donc, ça sera aussi vraiment, si c'est vraiment le cas, ce sera vraiment aussi un avantage pour la situation en Belgique où, pour le moment, en fait, le principe de salaire égal pour travail de valeur égale n'est pas bien transposé dans le droit pour les secteurs publics en Belgique. Mais je ne sais pas la situation en France, si c'est comparable, mais de manière générale, le secteur public a longtemps resté un peu à l'écart des mesures politiques en Belgique, et maintenant, donc, la directive peut aussi ouvrir le secteur public à toute cette politique d'égalité femmes-hommes sur le marché du travail. Voilà, et je voulais clôturer avec ça. Merci beaucoup, merci Nika. Je propose, Nika, de te donner la parole si tu veux un petit peu réagir, et puis on ouvrira à d'autres questions. On a parlé de certains secteurs, notamment le secteur du care, c'est ce que vous disiez. Il y a des compétences dans un certain nombre de secteurs qui n'existent pas, qui ne sont toujours pas identifiées. Et il y a un certain nombre de compétences qu'on va demander aux soignants, notamment l'empathie, notamment certaines qualités qu'on va réclamer à toutes les personnes qui même quelquefois travaillent sur le public, qui ne sont pas identifiées. Et donc ce travail, cet examen à travail de valeur égale, salaire égal, cette détermination du travail de valeur égale, c'est un travail de longue haleine, mais un travail de terrain. Ça doit partir quelquefois, et vous disiez les femmes les moins rémunérées, les ouvrières. Je suis bien content que vous me mettiez dans le débat, puisque on va souvent parler de place de femmes dans les conseils d'administration, ce qui est important parmi les cadres dirigeants. Dans nos rapports en France, on est obligé de les citer. Mais justement, il y a des métiers, des compétences qui n'existent pas parce qu'il y a des fiches de poste qui n'existent pas, parce qu'il y a des compétences qui ne sont pas valorisées. Et à partir du moment où les compétences n'existent pas, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas possibilité de les valoriser, d'évoluer professionnellement même, parce que c'est pas identifié. Ce travail-là, c'est pour ça qu'on ne peut pas se passer des représentants des travailleurs, parce que ce travail-là, il nécessite de redescendre à la base et d'identifier très concrètement ce qui existe. Donc voilà, je voulais juste apporter ce complément-là. Alors, sur le secteur public, alors, je sais qu'en ligne, on a quelqu'un qui a fait une thèse, Jamel Chariot, qui a publié une superbe thèse sur justement les discriminations et le droit public, notamment en France. Il y a des avancées quand même sur des rapports qui doivent être remis. Il y a aussi également une information, une consultation d'une instance, une négociation collective qui va arriver. Mais c'est vrai qu'en tout cas dans les contentieux, peut-être qu'il faudra prendre la parole, mais c'est plus compliqué. Traditionnellement, on avait ce principe d'égalité à la française qui, en tout cas dans les juridictions administratives, au niveau de la culture, a plus de mal à être un principe d'égalité de traitement plus concret, même si ça peut avancer quand même, même si ça avance. Donc ça fera aussi du bien en France de ce côté-là. On trouve encore dans le secteur public des personnes qui vont vous dire qu'il ne peut pas y avoir d'inégalité parce qu'on passe par des concours. Or, quand même, il y a des bilans qui le montrent, même au sein des universités, où sont les femmes, où sont les hommes, quelquefois par points. Et c'est assez visible quand on utilise je sais que c'est une technique qu'aime bien la CGT également, on comprend mieux la CGT, cette technique de points pour situer où sont les gens, et elle est aussi importante dans la fonction publique. J'ouvre la discussion plus largement. Moi j'ai des questions, mais je vais d'abord laisser l'occasion
Je ne sais pas si il y a des questions dans la salle et puis sinon en ligne, n'hésitez pas à lever la petite main jaune. Florence, tu veux... Moi j'ai des questions, mais des questions un peu de profanes. Je voulais savoir comment c'était défini ou envisagé les écarts justifiés et non sexistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je les pose tout à la suite. Vous parlez beaucoup en termes de métiers féminins, de métiers féminins où il y a beaucoup de femmes. Qu'est-ce qu'il en est des personnes non binaires, des autres minorités sexuelles? Donc, dans ce genre de problématiques et de directives, je suppose que vu qu'on parle d'intersectionnalité, ça doit exister quelque part. Mais donc, c'est des vraies questions. Je ne travaille pas là-dessus. Et alors, comment est-ce qu'on calcule, en fait, comment est-ce qu'on calcule, ou c'est pas très clair pour moi, qu'on mesure les inégalités de traitement des métiers à grande prédominance féminine? Pour moi, c'est pas clair. Si dans un métier où il y aurait que des femmes, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je comprends que les métiers où il y a plus de femmes sont des métiers moins bien payés, mais à quoi est-ce qu'on les compare? Donc, c'est juste aussi une question sans doute naïve. Et en fait, oui, je pense que c'est vous qui avez parlé des métiers à prédominance féminine. Et enfin, j'ai réagi anecdotiquement à la transformation entre la première mouture et la deuxième mouture dans la première mouture, il était envisageable que les représentants des travailleurs soient choisis par l'employeur. Donc moi, je travaille par exemple pour un organisme, le FNRS, donc l'équivalent du CNRS, mais qui n'a pas du tout la même histoire, qui est d'origine privée, où les représentants des chercheurs, pas de tous les employés, mais les représentants des chercheurs sont désignés par le CA et par l'employeur. Je viens d'apprendre maintenant qui étaient mes représentants, quand le rôle des syndicats, des représentants syndicaux est tout à fait marginalisé, cloisonné à certaines questions. Donc, par exemple, si on se lance dans un plan genre, c'est le cas, ou qu'on essaye de se faire labelliser en recherche européenne, etc., les syndicats, les représentants élus des travailleurs ne seront pas associés formellement, contrairement aux représentants des chercheurs désignés par l'employeur. Donc ça existe en Belgique aussi. Voilà, mais c'était une anecdote, c'était plutôt pour les 3 premières questions. Bon. Dites-moi, c'est pas des questions de profanes, là. Si, c'est bien. Non, c'est des questions très, très intéressantes parce qu'elles vont directement au cœur du sujet. Alors, sur votre première question, des éléments objectifs non sexistes qui pourraient justifier les différences de traitement, alors c'est possible, mais ils sont toujours à interroger. Il est certain que dans une entreprise, on pourra différencier entre les salariés en fonction de la qualité de leur travail, par exemple. La charge de travail, mais encore là, je vous donne une notion très large, peu définie. Mais quelquefois, un critère peut paraître objectif et non sexiste et se révéler l'être. Si, par exemple, prenons en compte la disponibilité. Ok. On va s'apercevoir que finalement, ce sont peut-être les femmes, à un certain moment de la carrière, qui ont été moins disponibles et qui n'ont pas pu avoir cette possibilité-là. Donc, même des critères qui paraissent absolument objectifs, le fait que quelqu'un ait validé une formation et pas l'autre. Est-ce que la femme a demandé à un certain moment à faire partie de cette formation? Est-ce que la salariée s'est proposée parce qu'il y avait d'autres éléments dans sa vie privée, personnelle, qui la prenaient et qui disaient c'était pas le moment? Donc voilà, il peut y avoir des éléments objectifs
Et ces éléments-là objectifs, par exemple la flexibilité, la capacité à être flexible, peuvent recéler eux-mêmes des éléments sexistes. Et comment est-ce qu'on peut prendre ça en compte pour y remédier? Enfin, comment est-ce qu'on peut se dire, c'est pas concret pour moi, comment est-ce qu'une directive... Alors, déjà, dans les entreprises, alors je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais quand vous avez des chiffres obligatoires qui sont publiés, regardez le nombre de femmes qui se sont présentées pour tel type de formation, sur les promotions professionnelles. Et le fait qu'il y ait des données genrées, ah oui, j'ai oublié de vous dire que l'un des intérêts du texte définitif, par l'apport du droit européen, du Parlement européen, et sans doute des syndicats, c'est aussi qu'on fait référence à des données genrées. On a mis le genre. Vous savez que ce terme-là fait l'opposition de certains États de l'Est de l'Europe, le terme même. Donc, je ferai une réponse en vous disant que c'est par l'analyse d'autres facteurs qu'on va s'apercevoir si oui ou non les femmes sont défavorisées. Autre terme, c'est très compliqué, il va falloir croiser les données. J'ai une collègue de l'Institut du Travail, Michel Fortier, qui nous écoute. Et, dans nos sessions, quelquefois, le terme qui est utilisé à l'égard des militants syndicaux à Strasbourg, c'est de dire l'égalité professionnelle, c'est un dossier. C'est un dossier, là vous l'avez montré avec vos questions, qui est un dossier complexe. C'est-à-dire que si on n'a pas des données qui sont avec de la contre-expertise aussi, de la contre-expertise, pas simplement l'explication de l'employeur, mais d'autres manières de voir, on ne les révèle pas. Et si on n'a pas des lunettes qui permettent de les voir, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on est entraîné et qu'on rentre dans une entreprise et qu'on voit que tel poste, ce sont des femmes, l'accueil par exemple, le secrétariat, et que quand vous rentrez dans un garage automobile par exemple, même si quelquefois ça s'améliore de ce côté-là, vous voyez comment c'est fait, là vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que l'entreprise, elle fonctionne très bien comme ça, malheureusement, mais quelquefois, la question ne s'est pas posée. Alors, sur votre autre question, les questions... alors, c'est vrai que les transgenres transsexuels sont pris en compte. Alors après, c'est vrai que la difficulté, c'est que souvent, en droit européen, comme dans les droits nationaux, ce sont des catégories femmes-hommes. Votre question, elle est de plus en plus posée, et notamment quand j'interviens dans vos étudiants, systématiquement, les étudiants ou l'étudiante va la poser en disant que c'est peut-être un peu déjà dépassé. Alors ça, je le renvoie au débat social. Je n'ai pas de réponse. Mon opinion personnelle, elle n'est pas du tout intéressante. C'est est-ce qu'il faut continuer à se battre sur l'égalité femmes-hommes et continuer à identifier cette inégalité, ou élargir le débat parce qu'il y a d'autres motifs de discrimination. On pourrait penser à l'orientation sexuelle, puisqu'on a aussi les stéréotypes, très souvent. Là, est-ce qu'il faut élargir ces données à d'autres motifs? Est-ce qu'il faut se dire, il y a un débat spécifique avec la moitié de l'humanité, femmes-hommes, ou l'élargir à les minorités visibles, etc., à d'autres situations qui sont aussi des situations de souffrance? Ça, c'est un débat, alors là, pour le coup, très, très actuel. Et vous aviez une autre question, je suis désolé. Je peux y répondre, parce que c'est la question des métiers à prédominance féminine. Donc, il y a les limites que tu as citées précédemment. Mais par exemple, dans une même entreprise, moi, j'ai en tête deux exemples concrets. Si on compare, par exemple, dans un hôpital, les techniciens en charge de la maintenance électrique et les infirmières, ils sont de diplômes égaux, niveau de diplôme égaux, ils ont des charges à porter qui sont égales, on leur demande les mêmes choses en fait, sauf que les électriciens sont beaucoup mieux payés que les infirmières. Et pourtant, là, se pose pas, là encore, vraiment clairement, la question du stéréotype. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur le fait que ce soit des compétences qui ne sont pas estimées parce qu'on dit naturelles. Là, c'est vraiment sur deux métiers. J'en ai un autre, c'est dans un espace de formation, les gens qui s'occupent des espaces verts, les hommes, majoritairement des hommes, et les gens qui s'occupent des ménages, majoritairement des femmes.
eh ben, les hommes sont beaucoup plus payés que les femmes. Et là, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet dans les entreprises et comparer ces deux secteurs d'une même entreprise. Donc ça pour nous, c'est très intéressant parce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à avancer là-dessus, sur cette question-là. Il y a quelques plaintes qui ont été déposées et quelques jurisprudences qui nous sont favorables, mais c'est vraiment à la marge. Alors, une question. Existe-t-il alors des classifications de fonctions neutres? Alors, justement, parce que c'est là que je pense qu'en Belgique, on a vraiment avancé à éliminer ce genre de discrimination. Là, tu es sur le cœur du problème, c'est au niveau de la branche activité. Ça va être... Parce que au sein de la branche, il va y avoir, comme le dit Frédéric, des métiers très majoritairement féminins, mais d'autres masculins. Et la convention collective de branche, c'est la source qui va s'appliquer à tout le secteur. Donc, peut-être au sein du secteur, il va falloir faire ce type de comparaison-là. Et la directive va permettre, elle le dit elle-même, que ces remontées de données vont permettre des comparaisons entre les secteurs. Quel boulot, là, hein, de se dire qu'il y a des choses qui sont nobles et puis qui sont quelquefois des discriminations indirectes. Hein. On a une affaire en France qui était la différence sur la retraite, aux questions sensibles actuellement. C'était l'Opéra de Paris, entre ceux qui étaient techniciens de plateau et les femmes qui s'occupaient, ceux qui s'occupaient du maquillage et des perruques. Les hommes partaient plutôt à la retraite, au regard historiquement d'une certaine pénibilité finalement, hein, peut-être qui était davantage mieux. Donc c'est aussi traquer la discrimination indirecte, qui est un examen plus long aussi, où il nous faut des chiffres. Vas-y. Je suis désolée, j'ai encore une petite question parce que vous parlez de l'Opéra de Paris. Et je voulais savoir, parce que aussi vous avez dit, Véronica, que par exemple, selon le statut, il y avait des grandes disparités, que les ouvrières, donc je suppose les plus petits salaires, étaient plus discriminés. Qu'est-ce qu'il en est de ce genre de directive par rapport à des métiers où la valeur, le salaire, ce qu'on gagne s'évalue vraiment sous un aspect offre et demande, où je veux dire les milieux artistiques, les mannequins, les acteurs, les artistes. Oui. D'où peut-être l'intérêt de cette directive sur les informations à donner au moment de la candidature à l'embauche. En justice, ça bloquait ça jusqu'à maintenant. Cette idée, même au niveau européen, c'était compliqué. Il y avait une ingénieure russe qui disait « mais moi j'ai été discriminée en raison à la fois de mon sexe et de ma nationalité ». C'était une affaire en Allemagne. La Cour de justice avait dit « mais le fait que l'employeur ne donne pas de renseignements peut être pris en compte comme un élément de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, on ne peut pas aller au-delà ». Et là, on est en train de dire que l'employeur, il doit donner ces informations. Donc, c'est objectiviser aussi dans ces secteurs-là les différences. Alors, les différences là, entre femmes et hommes, c'est-à-dire qu'on le sait, que ça c'est les économistes et les sociologues, les politistes qui le diront davantage que les juristes, que les hommes vont davantage négocier leur salaire que les femmes. Voilà. Après, ce que je viens de dire là est très ambigu, parce que ça pourrait être un reproche à l'égard des femmes. C'est encore mieux se débrouiller. Mais oui, c'est toujours le truc, le revers de bâton par rapport à ce type d'argument, mais c'est pas faux. C'est-à-dire qu'ils s'alignent avec des négociations de salaire qui partent déjà plus haut. Et l'idée de dire qu'on postule à un emploi et on change d'emploi sans avoir révélé son salaire, sans avoir obligatoirement à le faire, alors après dans les faits, on verra, mais que l'employeur soit obligé de donner des informations sur la fourchette de la rémunération initiale, c'est quand même assez intéressant. Et là, peut-être pour ajouter, je pense aussi les marchés publics peuvent aussi jouer un rôle. Le risque de sanction, de pouvoir candidater au marché public. Les marchés publics peuvent être dans un contexte plus égalitaire, si ce critère est pris en compte.
Parce qu'en Belgique, pour la télévision flamande, néerlandophone, il y a eu un grand scandale parce que c'est donc les personnes qui viennent sur la télé, c'était les plus gagnants, c'était tous des hommes, toutes les femmes qui étaient connues au même niveau, qui travaillaient en fait au même niveau, le travail valeur égale, mais elles recevaient beaucoup moins. Et donc, peut-être que ces deux mesures peuvent aider aussi pour arriver à plus d'égalité aussi pour les grands salaires, en fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. J'allais juste rebondir sur la question de la reconnaissance de la transidentité, parce que ce n'est pas si évident à opérationnaliser, en fait. Même si on dépasse le débat, est-ce qu'il faut reconnaître la transidentité, qu'on se dit oui, il faut le faire, comment le faire? Dans les pays où il n'y a pas d'état civil reconnu, il faudrait demander aux personnes de faire un outing, finalement. C'est déjà pas si évident. Et deuxièmement, même s'ils acceptent de le faire, le fait que les catégories, les datas n'apparaissent pas quand il y a, je crois que c'est 3 personnes, il faut qu'il y ait au moins 3 personnes dans une catégorie pour que la rémunération apparaisse. Donc, étant donné le nombre de personnes potentielles, on risque d'avoir tout le temps des catégories vides et de ne pas arriver en fait à faire un calcul et une comparaison. D'autant que ce sont des données, vous avez raison, je ne suis pas spécialiste des données, mais qui là on touche sur des données relatives à l'intimité et à la vie privée, qui peuvent à certains moments devenir plus complexes à agréger. Il y a des moyens d'avancer, mais en tout cas, c'est des données sensibles. Après, il y a des pays qui ont un état civil qui reconnaît un 3e genre, comme l'Allemagne. Donc, eux pourraient avancer un peu plus sur ces questions-là, mais en France et en Belgique, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, il est certain qu'on voit monter une volonté militante de reconnaissance à la fois d'identité et de prise en considération de la difficulté elle-même. On dit même que la réforme sur les retraites actuellement en France ne va pas simplement être une égalité entre les femmes et les hommes, mais va justement une égalité à l'égard des personnes qui ont dû subir des traitements médicaux pour le changement de sexe, par exemple, parce qu'il y a eu des absences, il y a eu des problèmes d'évolution de carrière. Donc, si on commence à regarder de plus près les choses, on va atteindre d'autres inégalités relatives au genre. Je me permets de me donner la parole à moi-même. D'abord, peut-être je vais donner la parole en ligne. Oui, Sophie Bureau, allez-y. Oui, bonjour, désolée, je suis arrivée en retard, donc je n'ai pas entendu toutes les interventions, mais en tout cas, je voulais dire que je trouvais c'est très intéressant, cette question qui a été posée sur les questions où mettons les revendications concernant les transgenres par rapport à cette directive. Il est vrai que nous manquons pour l'instant déjà d'études qualitatives sur la question transgenre et travail, transgenre et rémunération. Donc, c'est tout un champ de recherche qui est à investiguer. On sort d'ailleurs un dossier dans Travail, genre et société qui s'appelle LGBT au travail, avec des enquêtes qualitatives pour essayer un peu d'ouvrir ces questions. Et il est sûr qu'en tout cas, c'est aussi une demande, c'est pas qu'une demande de reconnaissance d'identité, c'est aussi une reconnaissance de non-discrimination. Et que le défenseur des droits en France aussi accompagne les demandes qui augmentent pour une reconnaissance des droits. Et c'est vrai que le problème, c'est aussi par quelle variable, puisque une variable simplement homme, femme et autres ne suffirait pas. Il faudrait des modalités assez complexes pour pouvoir les prendre en compte. Donc, c'est vrai que c'est tout un chantier. Et je voulais aussi souligner la deuxième chose. Il a été évoqué, mais un peu en passant, la dimension très importante dans la directive concernant les conditionnalités et les marchés publics.
C'est vrai qu'en France, ça existait normalement en principe. Depuis la loi égalité réelle de 2014, il y avait cette clause. Des entreprises qui avaient été condamnées ou qui ne respectaient pas l'égalité professionnelle ne pouvaient pas candidater au marché public. Mais il y a des problèmes de mise en œuvre de ce principe parce que le nom des entreprises n'était pas public. Les acheteurs publics ne pouvaient pas réaliser ce contrôle. Et ça me paraît vraiment très important d'utiliser cette directive pour le rappeler, notamment parce qu'en France, mais j'imagine que c'est pareil dans tous les pays, l'ampleur des marchés publics a augmenté. Selon les sources, par exemple, ça a augmenté entre 25 et 50% entre 2020 et 2022, avec notamment des opérateurs qui sont les multinationales de l'informatique, qui sont des univers professionnels extrêmement inégalitaires. Donc, je pense qu'avec cette directive, il faut vraiment appuyer pour qu'il y ait des décrets, pour que les acheteurs publics aient des règles de contrôle, des moyens de contrôle pour que ça soit effectif. Pour l'instant, en fait, il y a le principe en France, mais il n'y a aucune application. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il en est de la part, par exemple, en Belgique ou dans d'autres pays, si vous savez si l'égaconditionnalité pour les marchés publics est déjà mise en œuvre. Est-ce qu'il y a des exemples de pays où ça fonctionne? Merci beaucoup, en tout cas. Je peux déjà répondre que le concept de l'égaconditionnalité, je l'ai appris dans des réunions, mais en Belgique, ça n'existe pas. Il y a juste gender mainstreaming, égalité hommes-femmes, mais égaconditionnalité n'existe pas. Et alors, sur les marchés publics, je ne sais pas vraiment répondre. Je sais seulement dire que c'est un sujet qui est très important parce qu'il y a vraiment, oui, avec les marchés publics, c'est plutôt le dumping social, en fait, organisé, que c'est toujours le moins gagnant, le moins disant social qui gagne et qu'en fait, les syndicats luttent pour que d'autres critères soient pris en compte, que les CCT, les salaires minimum des CCT soient respectés. Et donc, c'est vraiment une lutte pour faire que ces marchés publics fonctionnent de manière correcte et que ce n'est pas un facteur de dumping social. Mais précisément sur l'égalité femmes-hommes dans les marchés publics, ce serait une très bonne recherche pour examiner cela, mais je ne connais pas d'études ou je ne connais pas de recherche là-dessus ou de données là-dessus, donc c'est quelque chose d'important à veiller. Pour aller dans le sens de Madame Bureau aussi, en France, j'espère que cette directive va aider à ce qu'il y ait davantage de sanctions administratives. Par exemple, nous, on a l'index de l'égalité professionnelle en France. Il y a quelque chose, il y a une des données incroyables, qui est l'absence d'augmentation des femmes à leur retour de congé maternité. C'est une règle du Code du travail obligatoire et certaines entreprises ont déclaré qu'elles ne le faisaient pas. Alors, il paraît que ça s'est amélioré depuis, grâce à cet index, mais c'est qu'on ait quand même des sanctions, qu'on ait même quand on cherche des chiffres de nombre d'entreprises sanctionnées, de taux d'entreprises sanctionnées pour absence d'égalité professionnelle, au plan de l'employeur ou sur cet index, on a du mal. Donc que cette action soit pas là. Après, je veux pas non plus taper sur les inspecteurs du travail. On sait qu'ils sont en pleine crise aussi. Mais c'est aussi la formation de nos inspecteurs du travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on discute, moi ça m'est arrivé souvent, avec le corps des inspecteurs du travail, on voit que ce sont certaines personnes en particulier qui ont pris cette préoccupation-là dans le cadre de leurs actions et qui ont su interroger, poser les bonnes questions. Donc ça signifie que voilà, on manque encore d'expertise et de se dire, bon, bah là, on a un élément essentiel et transversal, quoi. Sur les marchés publics, en fait, on peut déjà mettre l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes comme clause d'exclusion du marché public.
mais l'effet est assez limité, déjà parce que c'est juste les discriminations, pas l'écart salarial, que les décisions de justice ne sont pas publiées en Belgique. Donc, si le candidat ne le dit pas, a priori, personne n'en saura jamais rien. Et troisièmement, même s'il est très honnête et qu'il le dit, il suffit qu'il démontre qu'il a pris des mesures de correction pour contrer cette clause d'exclusion. Donc, s'il dit « Ah oui, j'ai été condamné en justice, mais j'ai payé ce que je devais », bah voilà, c'est bon, il peut être candidat. Merci. Sur l'index égalité, nous, on est très, très critiques parce qu'en France, en fait, aujourd'hui, malheureusement, ils cachent plus les questions d'inégalité qu'ils ne les révèlent. Il y a cette inégalité dont parlait Nicolas sur le retour des femmes après un congé maternité. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'index, il calcule s'il y a eu une augmentation, mais pas le niveau de l'augmentation, alors que la loi prévoit que le niveau soit le même que la moyenne des augmentations des autres. Et du coup, même si l'employeur ne respecte pas la loi, mais qu'il augmente d'1 € au retour de congé de maternité, il a tous ses points sur cette partie de l'index. C'est tout à fait scandaleux. Ouais. Dans le cadre d'une enquête qu'on avait fait pour le Bureau international du travail, c'est-à-dire on avait interrogé la CGT, que vous pouvez trouver sur le site de l'Institut du travail de Strasbourg, sur 10 entreprises de l'Eurométropole de Strasbourg. L'index venait d'être mis en place, et qu'est-ce qu'on avait quand même quelquefois comme réponse? On a une bonne note, parce que la note, elle est sur le site. Et quand on a une bonne note, c'est qu'on ne fait plus d'inégalité. Donc, le danger, c'est qu'il n'y a plus de négociation intéressante, puisque finalement, alors que l'index égalité, quelquefois, va être construit sur des nomenclatures internes d'entreprise qui sont peu discutées, et donc qui vont permettre de faire des catégories et de cacher certaines inégalités. Donc, quelquefois, c'est une action contre l'autre. L'index, en principe, doit être corrigé à un certain niveau par la négociation. Mais quelquefois, le discours public, c'est « vous voyez, j'ai une bonne note, donc tout va bien chez nous ». Oui, puis les inspecteurs du travail n'ont pas droit de regard sur la méthodologie comme les représentants du personnel. Donc, en fait, ils font ce qu'ils veulent, les employeurs, hein. Même sur des endroits où on a révélé que l'index était calculé de façon mensongère, hein, on ne peut pas intervenir pour dire à l'entreprise, non, votre index affiché, il est faux. Donc, ça ne sert à rien, vraiment rien. On est à la fin, on peut peut-être se donner un petit battement juste de 5 minutes. Sinon, je vais ressortir un peu trop frustrée. Je me permets d'intervenir quand même. Je pense que, d'ailleurs, Frédéric, il y a peut-être une question qui est pour vous qui avez suivi le processus de négociation. Moi, je trouve que, Nicolas l'a dit, ce qui est quand même frappant avec cette directive, c'est qu'elle a été très rapide. Elle a été très rapide entre le moment où, finalement, elle a été déposée. Il y a eu un peu de temps entre le moment où elle était annoncée et la proposition effective, mais finalement, le processus de négociation lui-même, jusqu'à l'accord interinstitutionnel, a été étonnamment rapide par rapport à ce qui se passe au niveau européen. Et donc, moi, ça m'aurait intéressé d'avoir vos avis sur comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Est-ce que finalement, est-ce qu'elle n'aurait pas bénéficié des attaques par ailleurs sur les questions d'égalité et de genre, où là, on revient sur le socle de ce qui fait depuis le traité de Rome au niveau européen, du coup on a aussi une question de réaffirmation de valeurs dont la directive aurait profité, parce que
les employeurs étaient quand même très très fortement opposés au départ. Hein. C'était même, on veut pas rentrer dans des négociations. C'est pas, on va essayer d'avancer et de promouvoir certains aspects ou de réduire, augmenter les seuils, réduire les sanctions, mais on veut pas qu'il y ait de texte. Donc là, l'opposition économique qu'on peut voir classiquement hein, sur les politiques sociales ou les textes sociaux, elle était là, elle était très forte. Et en fait, par rapport à plein d'autres textes, on a passé par-dessus assez rapidement. Moi, ça m'aurait intéressé d'avoir votre avis là-dessus. Et l'autre question, je trouve vraiment, enfin, ce qu'on voit hein, qui revient beaucoup à la fois dans ta présentation, dans la discussion, c'est la question de l'effectivité où nous, le côté politologue, on dirait une mise en œuvre qui est centrale. Et quand on regarde, moi je me suis amusée à regarder un petit peu, enfin tous les documents de mise en œuvre, tous les rapports, etc., de la mise en œuvre de la directive précédente, donc la refonte de 2006 dont tu as parlé. En fait, tout est marqué par l'échec de l'effectivité de la législation précédente. Tout commence par ça marche pas, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à réduire les écarts, donc il faut aller plus loin. Et c'est aussi comme ça que la directive sur la transparence, elle s'est imposée au fil du temps, parce que c'était là-dessus qu'on pouvait avoir du droit contraignant. Plutôt que d'autres solutions qui existaient au départ. Et donc, c'est une vraie question de se dire, bon, voilà, tu as mis en avant le fait qu'il y a des instruments pour l'effectivité qui sont dedans. Est-ce que là, il semble qu'il va y avoir un changement? Est-ce qu'on peut avoir véritablement un saut qualitatif en termes de mise en œuvre? Et est-ce que ça avait finalement le plus grand sens était de le mettre véritablement sur la transparence, ou est-ce qu'on aurait pu réfléchir aux classifications plutôt? Enfin, du coup, il semble qu'en fait, la voie de dire on va réfléchir sur l'application et l'effectivité avec la transparence, est-ce que c'était juste parce que finalement c'était là-dessus que c'était plus facile de légiférer, ou est-ce que c'est vraiment la voie qui va permettre que ça soit efficace, quoi, effectif en tout cas plutôt? Alors, plusieurs choses. La première, bon, c'est vrai que l'égalité entre les femmes et les hommes, pour beaucoup d'États, dont la France, le droit européen continue à faire bouger les conceptions même de ce qu'on entend par égalité. C'est quand même une action au départ du traité d'Orbe, d'ailleurs à la demande de la France, sur l'égalité des rémunérations entre travailleuses et travailleurs dans le marché commun. C'est un principe transversal dans toutes les actions de l'Union. Donc, il a, si je puis dire, au niveau européen, quand la volonté politique est là, ça avance toujours. On l'a vu aussi pour la directive sur le salaire minimal, où on s'interrogeait sur la base du traité. Donc, il semblerait qu'il y ait une volonté politique. Actuellement, les directives, quand on voit les directives en droit social européen, sont beaucoup des directives d'exécution. On l'a vu aussi sur le travail détaché. C'est l'idée de s'intéresser à la façon dont c'est mis en œuvre et les outils de la mise en œuvre. Et pour rebondir à ce que tu viens de dire, cette directive, elle institue peut-être un étage supplémentaire qu'on évaluera. C'est la façon dont les institutions européennes contrôlent la mise en œuvre de la directive. Et pas simplement l'opération de transposition, que ce soit dans la loi, mais ayant des armes, que cette directive donne davantage d'armes encore pour dire, croiser avec des indicateurs qui sont dans la stratégie européenne, dans la gouvernance économique, le semestre européen, et dire, ben voilà, que faites-vous dans la mise en œuvre concrète et pas simplement afficher de la mise en œuvre de la directive. Donc, peut-être que là, à ce niveau-là, on a aussi une aide de la directive sur l'effectivité. Moi, je ne sais pas trop, en fait, pourquoi celle-là est une belle surprise, finalement. Mais je pense que aussi, le féminisme, les mouvements féministes, quels qu'ils soient, en France, en tout cas, par exemple, sont en train de monter fortement.
et pas seulement le 8 mars, mais aussi le 25 novembre. Et je pense que les États sont quand même très attendus sur ces questions-là. Et pas seulement sur la question de l'égalité femmes-hommes, hein. Mais quand on regarde les chiffres qui avaient été faits par Eurostat, ne serait-ce qu'en salaire équivalent temps plein, qui avait imaginé, calculé quand on arriverait à l'égalité salariale, c'était complètement aberrant. Et donc, moi, je me dis que, en tout cas, ces mouvements-là peuvent participer aussi à une prise de conscience d'un ras-le-bol général sur ce sujet-là, comme sur d'autres qui concernent particulièrement les femmes. Et cette directive-là peut être une réponse quelquefois du côté patronal, on va dire oui, mais c'est la société qui est construite comme ça. Et cette directive, outre le poids des autorités publiques, hein, dans la responsabilité des États, c'est aussi la responsabilité des entreprises sur la question. C'est vrai que c'est assez perturbant de se dire qu'il faut qu'on négocie sur une règle juridique d'égalité. En principe, pour un juriste, l'égalité, c'est assez facile. Enfin, il faudrait l'obtenir. L'égalité n'est pas un choix dans nos textes internationaux, européens et français. C'est une obligation juridique et elle est d'une valeur déterminante dans les plus hauts textes. Donc, ça veut dire que même au plus petit niveau, au niveau des entreprises, il y a une responsabilité pour la mettre en place. Je voudrais ajouter un élément de réponse par rapport à ça aussi. C'est que pour moi, cette directive, le travail n'a pas démarré en 2021. Ça fait au moins 20 ans qu'on travaille là-dessus. Dans la directive, il y a beaucoup d'éléments qui sont uniquement, finalement, le fait de consacrer la jurisprudence de la Cour de justice. Donc, les États membres étaient préparés à ça. Et tout le volet transparence, il y avait déjà eu moult recommandations de la Commission européenne, des échanges de bonnes pratiques entre les États membres, etc. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui a pris tout le monde par surprise. Le terrain était plus que préparé depuis des années et des années. C'est dans les traités de Rome, les premiers points sur les questions de genre, de l'égalité, sur les questions de l'égalité des salaires salariales. Donc, c'est pour ça. Mais par exemple, concernant la directive de la violence, c'est plus difficile parce que là, il y a certains États membres pour les questions de genre que ça va être plus difficile. C'est pour ça que l'Union européenne ne peut pas ratifier les conventions d'Istanbul. Et c'est pour ça qu'il prépare la directive pour... On s'arrête là. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup Nicolas. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup.